Cela va faire quelques semaines maintenant que je me suis remis à installer de plus en plus de postes de travail comportant une version de Windows. Il peut s'agir de Windows 10 ou de Windows 11, que ce soit en version dev ou en version bêta. Cela est dû aux mouvements qui sont perceptibles du côté de Microsoft. Je me suis donc dit que je pourrais en profiter pour documenter la manière dont les postes de travail sous Windows sont généralement configurés. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Jido Jitsu. Ici, il sera question de voir comment est-ce que la plupart de nos postes de travail, qu'ils soient physiques ou virtuels, tournant sous Windows, sont configurés. Nous allons donc passer en revue un processus d'installation et je vais prendre le temps d'expliquer les raisons qui me poussent à effectuer certains choix. Si jamais vous installez des postes Windows pour la première fois, sentez-vous libre vraiment de les configurer comme vous le sentez, à condition bien sûr que cela ne brise pas votre système. Euh, la présente capsule n'a pour objectif que de vous expliquer le cheminement par lequel nous passons pour réaliser les configurations de nos postes de travail. Nous n'allons pas entrer dans certaines particularités comme l'installation des papiers peints ou encore d'autres applications un peu plus spécifiques. Ça pourra être l'objet d'une autre capsule. Là, c'était vraiment plus le processus d'installation initial en lui-même. Il est vrai que Windows 10 vit ces derniers jours, mais nous allons profiter de la capsule d'aujourd'hui pour montrer comment nous configurons les nouveaux postes de travail de manière générale et les postes de travail Windows en particulier. Cet exercice, nous allons le faire dans une machine virtuelle, mais bien entendu, c'est une opération similaire que nous effectuons lorsque nous installons les postes de travail Windows sur des ordinateurs entre guillemets normaux. Comme il s'agit d'une machine virtuelle, on va commencer par lancer VirtualBox et puis cliquer sur le bouton Nouvelle pour Nouvelle machine. Et nous allons lui donner un nom. Ici, je vais l'appeler WinMig parce que nous comptons faire d'autres capsules à partir de cette machine virtuelle, notamment des migrations. Mais vous lui donnez le nom que vous souhaitez. Le type de machine, c'est Windows. Au niveau de la version, ce sera Windows 10, 64 bits. On va à l'étape suivante. On va lui donner 4 Go de RAM. C'est pas mal le minimum syndical que les postes de travail ont de nos jours. Il y a de moins en moins de machines à moins que 4 Go. Étape suivante, on va créer un disque dur virtuel. On va prendre VDI, bref, les options de base, dynamiquement allouées. Et au niveau de l'emplacement, on choisit là où doit être conservée la machine. Comme d'habitude, nous allons le mettre, le disque dur, dans le répertoire des disques durs. Pour ce qui est de la taille, pour cet exercice-ci, nous allons prendre 250 Go. Juste parce que nous allons faire des expériences variées avec ce poste de travail et on voudrait également se rapprocher de certaines des choses qu'on voit sur les machines réelles. Nous allons donc créer la machine. On va lui ajouter certains éléments au niveau de la configuration. Donc par exemple au niveau du système et des processeurs, on va lui donner plus de processeurs. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est ce que nous faisons ici. Au niveau de l'affichage, c'est déjà au maximum ici. C'est parfait. Et c'est pas mal tout pour le moment. Nous allons donc lancer la machine.
Lorsque l'installation débute, une des premières étapes à suivre, c'est de choisir la langue à installer si jamais le CD ou l'image que vous avez choisi propose plusieurs langues. Dans mon cas, ce sera Français-Canada. Format horaire et monétaire, on choisit également ce qui correspond le mieux à la région dans laquelle vous vous trouvez. Dans mon cas, ce sera également Français-Canada. Au niveau du clavier, il faut également choisir la bonne entrée. Canadien multilingue standard ne me convient pas vraiment, pas du tout. Donc je vais chercher plutôt Français-Canada, même comme lui non plus n'est pas exactement le bon clavier, mais ça se rapproche plus de mon clavier québécois que les autres. On passe donc à l'étape suivante et on peut cliquer sur le bouton d'installation. A few moments later. Si vous disposez de la clé de la licence, vous pouvez la mettre lorsqu'elle est sollicitée. Comme il s'agit d'une démo ici, là, je vais sauter cette étape. Je pourrais toujours mettre cette clé un peu plus tard. Prochaine étape, il faut déterminer quel sous-type ou sous-version de Windows est-ce que vous souhaitez installer. Dans mon cas, ce sera la version professionnelle. Je passe à l'étape suivante. Il y a le terme de contrat. Il faut bien entendu le lire très attentivement, l'accepter si vous êtes en accord avec tout ce qu'il y a décrit à l'intérieur et passer à l'étape suivante. Nous sommes sur une machine complètement vide, donc il ne s'agit pas d'une mise à niveau, parce que la mise à niveau, c'est lorsque vous avez déjà un système au départ que vous voulez faire évoluer. Donc on va choisir l'option personnaliser et le système va nous présenter le disque de notre machine. Il est donc possible maintenant de déterminer de quelle manière est-ce que le système d'exploitation va être installé. C'est vrai que les systèmes Windows se sont beaucoup améliorés depuis quelques années et certains des crashs qu'ils nous faisaient expérimenter sont de moins en moins fréquents. Il n'en demeure pas moins que lorsque nous installons des postes de travail, qu'ils soient Windows ou Linux, ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de créer des partitions qui vont nous permettre de séparer le système des données. Parce que la plupart du temps, lorsque quelque chose va mal, ce ne sont pas souvent les données, c'est le système qui à un moment donné est corrompu, est affecté, et il faut parfois réinstaller le système. Si le système et les données sont combinés, parfois une réinstallation peut vous faire perdre une partie, voire la totalité des données. Lorsqu'elles sont séparées, les données du système ou des informations sensibles du système, vous pouvez vous en sortir avec un peu moins de dégâts en réinstallant le système sans affecter l'intégralité ou la totalité de vos données. Donc ce que nous allons donc faire pour cela, c'est que nous allons sélectionner notre disque dur qui a une valeur totale de 250 Go et nous allons créer des partitions en cliquant sur le bouton nouveau. Ici, nous avons la valeur en mégaoctets de cet espace. 250 Go, ça fait, d'après leur calcul à eux, 256 mégas. Et ce que nous allons faire, vous n'êtes pas obligé de faire comme nous, mais nous allons supposer que sur les 250 Go, au moins 150 Go vont être alloués aux données et 100 Go vont être alloués au système, aux applications, ce genre de choses. Parce que les applications, on peut toujours les réinstaller, les systèmes, on peut les réinstaller. Les données, par contre, une fois que vous les perdez, parfois c'est compliqué de les récupérer. Donc on va, dans notre cas à nous, se laisser 150 Go pour les données. Alors comment est-ce qu'on va matérialiser cela? On va par exemple saisir 100 mégas. Pour le disque principal, on va cliquer sur appliquer. On valide. Donc ça va nous donner, après les calculs, les partitions réservées, etc., environ 97 Go pour le système. Il reste donc ici, et la mi principale parce que c'est là qu'on va par exemple installer notre système. Et il reste ici un autre espace libre, non alloué, qu'on va assigner aux données. Donc on peut cliquer sur nouveau ici.
on va rien toucher ici, on va juste cliquer sur appliquer. Et ça fait que nous avons deux partitions ou alors deux zones dans notre machine où des choses peuvent être déposées. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner ce qui s'appelle ici partition 2, parce que c'est là que nous voulons mettre le système, et nous allons cliquer sur suivant. Ce qui se passe ici, c'est que le système va comprendre que c'est dans cette partition-ci que Windows doit être installé, etc. Donc, on va cliquer sur suivant. Et l'installation va débuter. Windows s'est beaucoup amélioré avec le temps. Les installations sont un peu plus rapides qu'elles l'étaient par le passé. Par contre, pendant l'installation, il n'y a plus de défilement des propriétés du système que vous voulez installer. Je trouve ça dommage. Peut-être c'est parce que Windows est devenu tellement connu, tellement populaire qu'ils estiment qu'on sait déjà ce que les systèmes d'exploitation va faire. Mais ça peut être intéressant lorsque vous ne connaissez pas le système, de voir certaines des choses qu'il peut faire. Et puis, parfois, on a l'habitude de se cantonner dans nos habitudes personnelles, de telle sorte que on utilise parfois des outils sans en connaître toutes les fonctionnalités. Ce genre d'écran aide parfois à savoir plus en profondeur ce que fait le système ou pas. Après l'installation des premiers éléments, des premiers paquets, le système va redémarrer un certain nombre de fois, ce qui va nous permettre de passer à la configuration, par exemple de la machine ou encore des utilisateurs. La partie de la configuration système peut commencer. Il s'agit par exemple ici des bases. Alors le système voudrait vérifier si les régions qui ont été indiquées au départ sont les bonnes. Dans mon cas, c'est oui. Je suis au Canada. Ensuite, la disposition du clavier. Il tient absolument à me donner le clavier canadien multilingue, mais il y a beaucoup de caractères qui ne sont pas alignés avec mon clavier physique. Je vais donc laisser français Canada, même comme lui non plus n'est pas exactement le bon. Je vais ignorer les autres dispositions pour le moment. Ça, c'est un des éléments que Windows pourrait intégrer dans Linux. Lorsque vous ajoutez des dispositions, il y a un outil qui peut vous permettre de voir visuellement si la disposition que vous êtes en train de choisir correspond à votre clavier physique. Je comprends que dans les autres langues, ce n'est peut-être pas pertinent parce que en anglais et dans d'autres langues, les claviers sont plus ou moins standards, mais le clavier français québécois a tellement de variantes que ce serait pertinent d'avoir un tel outil. Pour le moment, je vais ignorer.
Je le ferai un peu plus tard. A few moments later. Il demande par la suite comment est-ce qu'on veut effectuer la configuration. Là, ça va varier suivant ce que vous devez faire de la machine que vous êtes en train d'installer. Dans mon cas, c'est une utilisation personnelle. Je vais à l'étape suivante. Puis, il voudrait que vous ajoutiez un compte. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de Windows, l'idéal serait d'avoir un compte Microsoft, Outlook, Live, Hotmail, etc., etc. Je vais opter pour le compte hors connexion. Le compte hors connexion ne bénéficie pas de tous les éléments et de toutes les fonctionnalités offertes par le système, mais c'est bien correct, j'assume, donc je vais opter pour l'expérience limitée. Et là, on commence par donner le nom. Ce que je fais en général quand je donne un nom, surtout si c'est un nom composé, et en général un nom à la structure prénom, un espace, puis le nom, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le nom en une seule fois, sans aucun espace. Pourquoi? Tout simplement parce que le nom que vous fournissez ici va être utilisé par le système pour créer un certain nombre de dossiers. Et lorsqu'on utilise le terminal ou la ligne de commande, parfois gérer les espaces dans les noms de dossiers peut être complexe. Lorsque vous savez comment faire ça, c'est correct, mais lorsque vous êtes débutant ou vous ne voulez pas vous casser la tête, ça peut être inutilement complexe. Donc en général, ce que je fais, c'est que je fournis le nom en un seul bloc, sans espace, puis un peu plus tard, je vais venir corriger les paramètres pour remettre l'espace comme prévu. Alors, si je n'oublie pas, je devrais mettre un lien vers une capsule qui explique un peu plus en détail ce principe. Alors, je vais laisser Sokawakata comme ça. Et je vais à l'étape suivante. Il faut définir maintenant un mot de passe. On va à l'étape suivante. On confirme le mot de passe. Pour avoir une chance de retrouver le mot de passe au cas où on l'a oublié, il y a des questions de sécurité auxquelles il faudrait répondre. Et après avoir fourni les informations, le compte va se créer. Et Microsoft va demander si vous l'autorisez à effectuer un certain nombre de choses par rapport à votre ordinateur, l'emplacement, un peu comme les autorisations demandées par Apple ou par Android, etc. Donc, vous choisissez les options qui conviennent à l'utilisation que vous allez faire de votre système et la manière dont vous voulez interagir avec Microsoft. On peut également déterminer si on décide d'envoyer des données de diagnostic à Microsoft ou non. Alors, c'est une machine de test, donc c'est pas vraiment nécessaire. Je vais prendre donc la version la moins intrusive. L'entrée manuscrite et la frappe. Non. On envoie le moins d'informations possible. Obtenir des expériences personnalisées avec les données de diagnostic. Là non plus. Je ne veux pas, mais chacun va faire ce qu'il voudra. Autoriser les applis à utiliser l'ID de publicité, non. Etc. Globalement, ça permet d'avoir moins d'intrusions et moins de choses qui se passent en arrière-plan. Windows, déjà par définition par rapport à d'autres systèmes, consomme passablement pas mal de ressources, même lorsque le système semble ne rien faire. Plus vous permettez au système d'interagir avec l'extérieur, et plus cela pourrait avoir des conséquences sur les ressources, à moins que vous ayez de grosses ressources ou que ces services soient vraiment cruciaux pour vous. Comme c'est une machine de test, aucun de ces services n'est vraiment requis en ce qui me concerne.
Ensuite, il y a l'assistant. Laissez Cortana vous aider à accomplir vos tâches. Donc ici, vous allez déterminer ce qui vous correspond le mieux. Le système est donc installé. Comme nous sommes au sein d'une machine virtuelle, je vais installer les additions invitées afin de bénéficier d'une meilleure résolution. Sur une machine physique réelle, cette étape-ci ne serait pas du tout requise, bien entendu. Nous voici avec une résolution beaucoup plus acceptable. Alors il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait faire maintenant que le système de base est installé. Mais une des premières choses que j'aime faire, c'est me rendre au niveau du gestionnaire de fichiers, au niveau de l'ordinateur. Alors si vous vous rappelez, on a créé deux partitions. Il y a une qui est active, dans laquelle le système est installé. Et en général, elle va se présenter sous le nom par défaut disque local C. Ce que j'aime souvent faire, c'est renommer cette partition et l'intituler système, sans accent ni espace. Les accents peuvent fonctionner, mais par tradition, je ne les mets pas sur les noms des fichiers ou des dossiers ou des disques durs. Donc, le premier disque dur s'appelle système. Ça fait que même visuellement, même à partir du nom, je sais que cette partition-là, il n'y a que le système et les applications. L'autre, par contre, n'est pas encore prêt à être utilisé. Donc, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va cliquer avec le bouton droit sur ce deuxième disque-là et on va cliquer sur formater. On va laisser toutes les options qui sont là par défaut et on va cliquer sur le bouton démarrer. C'est dans ce disque-là que nous allons mettre toutes les données de l'utilisateur, de telle sorte que si un problème survient avec notre machine, au niveau du système ou des applications, on pourra toujours réinstaller ici sans avoir à toucher ou affecter les données. Même comme je l'ai expliqué en introduction, les systèmes Windows sont de plus en plus évolués, ce qui fait que même si vous aviez toutes les informations au sein d'une même partition, en général, il sait faire la part des choses. Je ne veux juste pas prendre de risques. Voilà, maintenant notre disque local D est prêt à être exploité. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va le renommer également et on va l'appeler par exemple données. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Les additions invitées, je n'en ai plus besoin, donc je vais les éjecter. Très bien. Prochaine étape. Si j'ouvre par exemple un terminal, donc si je tape CMD, vous pouvez voir ici que le nom de mon utilisateur, c'est Soka Wakata en un seul bloc. Ok, il n'y a pas d'espace. Ça peut être plus facile si j'ai des commandes à rentrer. Le seul problème, c'est que ici, au niveau du nom de l'utilisateur, je m'appelle Soka Wakata en un seul bloc, ce qui ne me convient pas nécessairement. Alors, si je vais modifier les paramètres du compte, on va constater que je n'ai aucun moyen à partir d'ici de changer
la manière dont mon nom s'affiche. Et en plus, pour pouvoir effectuer certaines opérations complémentaires, il me faut d'abord activer le système d'exploitation. C'est donc ce que je vais faire avant d'aller un peu plus loin. Très bien, l'ordinateur a été activé et malgré cela, je ne suis pas en mesure de changer la manière dont mon nom apparaît. Pour remédier à cela, je vais me servir de l'outil appelé gestion de l'ordinateur. Pour le trouver, on peut faire plusieurs choses, mais une des plus simples consiste à venir au niveau du bouton démarrer, cliquer avec le bouton droit, se diriger vers l'option gestion de l'ordinateur. Dans la boîte qui apparaît, ou plutôt la fenêtre qui apparaît, se diriger au niveau des utilisateurs et groupes locaux. Ouvrir, sélectionner utilisateur. Et ici à l'intérieur, on aura la liste des utilisateurs qui font partie du système. On peut utiliser cette boîte de dialogue pour créer de nouveaux utilisateurs locaux et tout le reste. Bon, mais je ne vais pas entrer là-dedans. Ce n'est pas l'objet de la capsule. Ce qu'on va faire plutôt, c'est se diriger vers le compte qu'on veut modifier. Dans notre cas, c'est Soka Wakata. Propriété. Et ici, on a la possibilité de fournir le nom complet de l'utilisateur. Donc, je peux par exemple mettre Soka espace Wakata comme je l'écrirais normalement. Je fais OK. Maintenant, si je viens ici, au niveau de mon profil, il faudrait que je me déconnecte. Donc, que ça prenne effet. J'ai de la difficulté à trouver. Voyons donc. Clic 3. Ouais, OK. On va se déconnecter. Et déjà, si je reviens au niveau de l'écran d'accueil, on peut voir que Soka Wakata est écrit comme je le souhaitais, c'est-à-dire Soka espace Wakata. Et ici également au niveau du profil, on peut voir que ça s'affiche de la même manière. Soka Wakata. Donc, ceci dit, si on repart ici au niveau de l'invite de commande, le nom d'utilisateur c'est toujours Soka Wakata en un seul mot, ce qui est assez convenient pour effectuer certaines commandes au niveau du terminal sans se prendre la tête. Très bien. Donc, maintenant que cet élément a été géré, la prochaine étape est de créer une structure minimale de hiérarchie au niveau du gestionnaire de fichiers. Pour cela, je vais me diriger au niveau du disque dur des données ou de la partition des données parce que c'est elle qui va accueillir les données utilisateurs. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un dossier central ici. On peut lui donner le nom qu'on veut. C'est le dossier à l'intérieur duquel toutes les données utilisateurs vont être créées. Si c'est un ordinateur mono-utilisateur, on va conserver toutes les données ici. Si c'est multi-utilisateur, on peut avoir d'autres façons de le gérer. Ça dépend vraiment. Mais en général, ce sont des ordinateurs mono-utilisateurs, c'est-à-dire je suis le seul individu à me servir de l'ordinateur. Ce que nous allons donc faire, c'est rediriger les informations personnelles de l'utilisateur vers ce dossier-ci. Parce que, par défaut, si j'ouvre par exemple ce dossier, par exemple le bureau, le dossier de téléchargement, le dossier de vos documents, le dossier de vos images, de votre musique, de votre vidéo, par défaut, ces dossiers et d'autres encore stockent l'information dans la partition système, dans la partition C, cette partition que nous voulons préserver. En général, ce sera quelque part ici à l'intérieur dans le dossier utilisateur, puis dans votre nom d'utilisateur, quelque part ici. On peut même les voir. Voici le dossier bureau, le dossier contact, documents, etc. etc. Or, c'est exactement ce que nous souhaiterions éviter afin de garantir une certaine sécurité ou portabilité, entre guillemets, à nos données. Donc, pour pouvoir changer cela,
Et au fait, si vous ne me croyez pas, il suffit de prendre par exemple le dossier bureau, c'est-à-dire ce bureau que vous êtes en train de voir, de cliquer avec le bouton droit dessus, aller dans les propriétés, aller à l'onglet emplacement et vous pouvez voir que ce dossier-ci, c'est-à-dire les éléments qui sont sur le bureau, ça se trouve dans le disque dur principal, la première partition, dans le dossier users, dans le dossier qui porte votre nom d'utilisateur, puis dans un sous-dossier appelé desktop. On voudrait changer cela. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons cliquer avec le bouton droit sur les éléments qu'on veut déplacer, par exemple le bureau, aller au niveau d'emplacement, cliquer sur le bouton déplacer, et puis accéder au système à l'endroit où on voudrait que ce soit déplacé. Donc ici, je vais sélectionner données. Je veux que tout ça soit dans le dossier centre que j'ai créé dans la deuxième partition. Je vais créer un nouveau dossier et je vais l'appeler par exemple bureau. C'est ce dossier que je vais sélectionner. Donc en d'autres termes, toutes les informations, les fichiers ou les dossiers que je vais déposer sur le bureau, ils ne vont pas être stockés ici dans le dossier, dans la partition C, mais ce sera plutôt dans la partition D, dans le sous-dossier centre, dans le sous-dossier bureau. Donc je vais cliquer sur OK. Il va m'avertir, ce qui est normal. Et vous pouvez constater que le dossier bureau a disparu d'ici. Et si on ouvre un autre emplacement ici, données centre, vous pouvez voir que le dossier bureau est bel et bien là. Très bien, on va faire pareil avec par exemple les téléchargements. Donc, clic droit, propriété, emplacement, déplacer. On va à l'endroit où on aimerait que les téléchargements soient reportés. C'est notre dossier central ici. Donc, on crée un nouveau dossier qu'on intitule téléchargement. Je ne mets pas souvent d'accent sur les noms de mes dossiers par principe. On sélectionne le dossier. OK. Avertissement. On dit OK. Le dossier téléchargement a disparu d'ici. Il est venu là. Et on continue. Les dossiers fréquents qui sont ici ont tous été traités. Cependant, on peut constater que au sein du dossier initial, User Sokawakata, il existe d'autres sous-dossiers qui contiennent les paramètres de l'utilisateur. Si on estime que c'est pertinent, ben, ce serait important de les déplacer également. Donc, ce qu'on va faire, c'est à partir d'ici, clic droit, propriété, exactement le même schéma, déplacer. Parfait. L'intégralité de mes dossiers se retrouve donc ici. Autre chose que j'aime faire, c'est regrouper les fichiers par type. Et après l'avoir fait pour un dossier, je vais me diriger au niveau de l'onglet affichage du gestionnaire de fichiers. Je vais me diriger au niveau des options. Je vais choisir modifier les options des dossiers de recherche. Et au niveau de visualiser, je vais lui demander d'appliquer cette manière de classer les informations à tous les dossiers. Ça fait que par exemple, si j'entre dans le dossier centre, je peux constater que le regroupement par dossier a également, ou plutôt par type de fichier, a été appliqué au sous-dossier et ainsi de suite. C'est très avantageux pour moi. Et pendant que nous sommes au niveau de la gestion de fichiers, je télécharge beaucoup de choses. Donc, ce que je peux faire, c'est préparer les dossiers principaux de téléchargement. Alors, il y a par exemple les applications. Il y a par exemple les images. Pas vraiment de la musique, mais ok, des vidéos.
des documents, des livres électroniques, ainsi de suite. Une des autres étapes phares, ça peut être la personnalisation du bureau, changer l'arrière-plan, ce genre de choses. Je pourrais le faire un peu plus tard, parce qu'ici il s'agit d'une machine de test. Par contre, les icônes qui sont sur le bureau, je n'en suis pas vraiment fan. Donc ce que je pourrais faire, c'est me diriger au niveau des options de personnalisation, au niveau du thème, au niveau des paramètres des icônes de bureau. Et on pourrait demander au système de n'afficher aucune icône, ni ordinateur, ni fichier de l'utilisateur, ni rien. OK. Nous allons donc rester uniquement avec les applications. Et ce que j'aime faire avec les applications, c'est que je vais cliquer, couper les raccourcis d'application. Et je vais me diriger, par exemple dans le dossier téléchargement, créer un dossier pour les liens. Et je vais mettre toutes mes applications, ou du moins les liens vers ces applications ici à l'intérieur. Pour pouvoir y accéder plus ou moins rapidement, je peux rajouter une nouvelle barre d'outils. Et là, je vais juste me diriger à l'endroit où la barre d'outils a été conservée. Donc, c'était dans le centre, dans les téléchargements et dans les liens. Et ça me donne cette barre d'outils ici. Donc, au fur et à mesure que je vais alimenter le dossier LNK comme link en anglais, j'aurai des applications spéciales qui pourraient apparaître ici. Je ne suis pas obligé de mettre dans ce dossier tous les raccourcis de toutes les applications que j'ai. Je peux mettre juste les plus importantes. Ça me permet d'y avoir accès un peu plus rapidement que par ici. Parce qu'à un moment donné, au début c'est rapide, mais quand vous commencez à avoir vraiment plusieurs applications, ça peut commencer à devenir un peu complexe. À ce stade-ci, notre système est plus ou moins prêt. Il y a des étapes par lesquelles je ne suis pas passé dans cette capsule, comme par exemple la personnalisation de l'espace de travail, qui est une étape très importante sur un poste normal. J'entends par là peut-être changer le thème, peut-être changer le papier peint, l'arrière-plan avec tout cela. Peut-être on aura l'occasion de faire une capsule particulière à cet égard. Mais une fois le système pleinement installé et éventuellement personnalisé, la prochaine étape c'est bien sûr d'installer les applications. Là non plus je n'ai pas couvert cet aspect dans cette capsule parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent aller, mais ça peut être plus personnel qu'autre chose. Donc dans de prochaines capsules, on aura peut-être l'occasion de revenir sur des aspects additionnels. D'ici là, portez-vous bien.